Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à mon tour sur ce sujet qui est sûrement recherché considérablement aujourd'hui dans sa signification, l'initiation dans le couple. Pourquoi appelle-t-on ça l'initiation? C'est difficile à vivre le couple. Pourquoi? Faut-il qu'il existe encore de plus en plus, la courbe monte, de séparation, de divorce? Pourquoi? Faut-il être ami ou être conjoint? L'intelligence de vivre en couple, qu'est-ce que ça peut bien représenter? Qu'est-ce que veut dire vraiment l'intelligence de vivre en couple? Alors, c'est quelques questions que je me suis posées, que vous vous posez sûrement. Daniel Camp est sûrement une personne exceptionnelle pour y répondre, surtout après avoir fait déjà des conférences ce soir, c'est sa 178e conférence de 2 heures en public. Alors, il a vraiment beaucoup à dire et encore, invitons Daniel Kahn. Si tu me fais vieillir avec les 170, 172, 178. Bon. Le couple, Qu'est-ce que c'est? qu'est-ce que c'est? Un couple. Surtout si on le définit par rapport à une société ancienne ou d'aujourd'hui ou de demain. Bon, c'est une grosse question, le couple, parce qu'il y a des couples qui se font entre hommes et femmes, il y a des couples qui se font entre femmes et femmes, d'autres entre hommes et hommes, et il y a des couples qui se font entre familles, il y a des couples qui se font entre groupes, et il y a des couples qui se forment entre couples. Ça fait beaucoup de couple-couple. Eh oui, c'est ce que ça donne souvent. Le couple, c'est quelque chose qui existe. Je peux constater, en tout cas ce soir, que s'il manque une couple de chaises, il y a pas mal de gens qui restent au couple. Ce soir, on parle de l'initiation dans le couple. L'initiation provient du mot ignaire, feu, disons, action, relatif à l'action, action dans le feu. L'initié est celui qui traverse en vainqueur l'initiation. Il n'y a pas beaucoup d'initiés au Québec. Il n'y a pas beaucoup sur la planète non plus. Le couple, c'est un agencement biologique permettant d'engendrer des enfants plus forts. C'est la deux. Le couple, c'est un agencement vital permettant à l'homme de vivre un peu plus longtemps, étant donné que la femme a beaucoup plus d'énergie vitale. L'énergie vitale, on la connaît par l'acupuncture sous la forme yin et yang. Il existe aussi une troisième forme, la forme minale. Et la femme, elle en est, disons, porteuse, elle a beaucoup plus d'énergie vitale que l'homme. C'est d'ailleurs pourquoi aussi elle donnera la vie à un enfant. Et c'est cette énergie vitale que le mâle recherche dans la relation sexuelle. Le couple, c'est aussi une combinaison au niveau psychologique. Et là, c'est la femme qui devra s'abreuver chez l'homme. Et le couple, c'est une relation énergétique. Une relation énergétique qui pourrait même porter le terme d'occulte, d'ésotérique, de théologique. C'est-à-dire un peu au-delà de la psychologie. Il y a des raisons d'être du couple. Alors, certains vont vouloir s'accoupler. Si c'est le gars qui court après les filles, lui, il veut s'accoupler et pas créer le couple, mais s'accoupler. Si c'est la femme qui recherche un homme qui est un peu mâle, qui a l'air d'un vrai homme, qui a peut-être un peu de poil ou pas trop, pas ressemble à un animal, un homme qui a des muscles ou une tête, quelque chose pour assurer la femme. Un homme qui a de la richesse, peut-être. C'est quelque chose d'intéressant, mais ce n'est pas la raison d'être du couple. Alors, l'être humain, biologiquement, a été conçu, comme les animaux, biologiquement conçu pour être obligé de vivre une relation de couple. Sauf que chez l'être humain, comme chez certains animaux supérieurs, comme les polars, comme d'autres mammifères rares, l'homme, apparemment, vit l'expérience du couple pour plusieurs années. Et à travers ce vécu pour plusieurs années, l'être humain est confronté à des morales théologiques, sociales, éducatives, qui l'obligent apparemment à vouloir conserver l'état du couple avec les mêmes personnes jusqu'à sa mort.
Lorsque l'être humain vivait 30 ans ou 35 ans, il se mariait à l'âge de 14 ou 15 ans, et à 30 ou 35 ans, l'un des deux était déjà mort, et c'était plus facile de vivre jusqu'à la mort, l'état de couple. Lorsque nous vivons jusqu'à 65, 70, 80 ans, 2 à 3 fois plus longtemps qu'avant, on met au défi nos cordes psychologiques d'être capable d'endurer ou de conserver un état apparemment inchangeant pendant toute période de la vie. Et c'est là que se crée l'initiation. C'est comme si l'on vous disait, vous avez acheté une automobile et vous devrez la conserver telle qu'elle ou apparemment telle qu'elle pendant 60 ans ou pendant 50 ans. Et vous devrez continuer à l'adorer, à l'aimer, à la laver. C'est ça pour les femmes, là, par rapport aux femmes, peut-être. Et l'automobile change, elle rouille. Elle n'est plus, après 10 ans, ce que vous aviez découvert d'elle, là, 10 ans. Et après 20 ans, elle ne prend plus pas en tout à l'idée que vous aviez d'automobile. Surtout que maintenant, vous voyez ce qui sort de neuf sur le marché, soit de nouvelles femmes, soit de nouveaux hommes. On trouve la nôtre un peu démodée. Mais après 40 ou 50 ans, franchement, deux. Alors, ça crée l'initiation, ça crée des frictions. Et sachez que l'automobile aussi devient, dans cet exemple, l'homme ou la femme, et l'autre devient l'automobile. Donc, c'est réciproque. Certains vont vouloir, par le dialogue, alimenter le couple. C'est comme si souvent on me pose des questions. Moi, je reste avec une personne qui évolue pas. Comment je peux la forcer à changer? Tout ce que je peux répondre, c'est commence par arrêter d'être orgueilleux. Prendre pour le maître de la vie des autres. Puis après ça, on en reparlera. Évidemment, on n'en reparle jamais. Parce que la question fondamentale dans le couple, c'est la faute de qui? Il y a des couples qui vivent heureux, apparemment. Il y en a quelques-uns pour qui c'est vrai. Ces couples qui vivent heureux vivent d'un amour intelligent. Et il n'y en a pas beaucoup sur la planète. Il y a les imbéciles qui vivent heureux, soit. Il y a les handicapés mentaux, ok. Il y a ceux qui n'ont pas le choix de se réunir en couple. Ça peut être, par exemple, 2 personnes en chaise roulante et ils ne trouvent personne d'autre. Mais s'ils sont suffisamment évolués au niveau neuronique, ils auront les mêmes problèmes de couple que ceux qui marchent debout. Ceux-là peuvent fonctionner. Autrement dit, il y a ceux qui ne se rendent pas compte qu'ils vivent en couple, qui ne souffrent pas de vivre en couple. Mais il y a tous ceux qui se rendent compte à un moment donné qu'une partie de leur vie appartient à l'autre. Et l'autre ne fait pas avec cette partie ce que l'on aimerait qu'il fasse. Et encore là, il y a une friction, l'initiation. Alors, quelle est la raison d'être du couple? Pourquoi ne sommes-nous pas hermaphrodites? Pourquoi ne sommes-nous pas bisexués, disons, et lorsque je veux un enfant, j'ai un enfant, et lorsque l'autre veut un enfant, il a un enfant? Pourquoi sommes-nous restreints, car le mot est juste, à vivre en couple? Certains vont dire, oui, mais on peut pas faire autrement. Moi, si je suis pas avec un homme, je me sens mal. Oui, mais c'est ça. Tu te sentirais bien si vous restez avec un homme. Le gars qui recherche le sexe avec une femme, il n'en aurait pas besoin. Voudrait-il être avec une femme? Si on élimine les conditions les plus connues qui obligent l'humain à vivre en couple, y aurait-il des couples? Eh bien, il y aurait des couples. Sauf qu'il n'y aurait pas eu de couple. Tant que l'être humain n'a pas l'intelligence de comprendre l'utilité d'une chose, il se trouve jusqu'à date qu'on le lui a toujours imposé. Lorsque l'être humain a suffisamment d'intelligence pour comprendre l'éco-conséquentialité d'un acte, apparemment et habituellement, les contraintes qui l'obligent à y aller disparaissent. Celui qui nage contre le courant devra nager en maudit. Et plus le courant sera fort, plus il descendra plutôt qu'il avancera. S'il comprend l'intelligence de se laisser porter, immédiatement sa fatigue disparaît, les problèmes disparaissent et l'eau le porte. Pourquoi on vit en couple? Pour comprendre cette idée, on doit aller chercher certains concepts, qui pour certains sont des réalités et qui pour d'autres sont des concepts. Ce que je veux dire, ce n'est pas parce qu'un orateur parle devant un public que tout ce qu'il dit doit être cru. D'ailleurs, on ne devrait jamais rien croire. On devrait toujours être capable de peser le pour et le contre d'une chose, et selon sa faculté de comprendre, et non pas d'apprendre,
mais de comprendre une chose, on vit avec ou on la rejette. Comment on sait que l'on comprend? C'est simple. Si l'on comprend, lorsque l'on en parle, on ne dit pas Daniel Kem a dit ceci. Parce que là, c'est Daniel Kem qui comprend. On ne cite pas Krishnamurti, on ne cite pas le Natarayen, on ne cite pas la Bible. La Bible dit que l'homme doit vivre en paix. Voyons donc, pas besoin de la Bible pour savoir ça. Si tu comprends. C'est évident. La loi interdit de brûler du feu rouge. Non, la loi n'interdit pas. Brûle-les. Puis un jour, tu ne les brûleras plus. C'est d'être brûlé dans ton char. C'est pas la loi. Mais tant que l'humain ne comprend pas l'intelligence d'un cadre écologique, on met des lois. Et là, il chigne contre la loi, il chiale contre la loi, on met des policiers, on met des limiers, on met un paquet de monde pour le restreindre, et évidemment, il vit dans un cadre qui apparemment l'étouffe. Et à l'instant où il comprend l'intelligence des choses, le cadre, pour lui, change. L'initiation dans le couple, c'est un peu pareil. Pourquoi être en couple? Vous avez sans doute remarqué que l'enfant était asexué réellement. Il a des caractères primaires. Bon, la fille est une fille, le garçon est un garçon. Mais jusqu'à l'adolescence, il n'y a pas possibilité de procréation. Et lorsque je parle d'adolescence, certains pourraient me dire, oui, mais moi, je suis une fille qui a 3 ans et est enceinte. C'est vrai, j'en connais une aussi. Et le gars qui l'a mis enceinte avait 4 ans, puis il restait dans le même bloc. Ça, c'est quand je travaillais à Sainte-Justine. Alors, c'est des rares exceptions. Sauf qu'ils avaient leur adolescence biologique. Sinon, elle n'aurait pas pu être enceinte. Et lui non plus, il n'aurait pas pu rien faire. Donc, avant l'adolescence, l'enfant est androgyne, plus ou moins. Il n'y a pas de problématique de sexualité. Il ne recherche pas le couple. S'il est formé à vivre en gang de gars ou en gang de filles par les parents qui ne comprennent pas trop ce que c'est que l'éducation, il vivra en gang de gars ou en gang de filles. Mais ça, c'est son éducation à lui. Parce que si on le laisse libre, il vit avec des noirs, avec des blancs, avec des jaunes, avec des violets, des transparents, avec des malades, avec des leucémiques, avec des didactiques, ça ne le dérange pas trop. Tant qu'il n'aura pas appris que c'est hier, que c'est ici ou que c'est ça, de la bouche des adultes. À l'adolescence, l'enfant vit 2 crises. Une crise d'identification et une crise biologique. On appelle ça la crise de l'adolescence. Alors, premièrement, il s'identifie, ce qui fait que c'est dans ce temps qu'il découvre que ses parents n'étaient en fin de compte que des humains. Il les rejettera souvent. Il rejettera le monde des adultes, dans la majorité des cas. Et biologiquement, il a aussi une crise biologique où, hormonalement, tout son corps commence à changer, à muter. Et là, il devient procréateur. Et il aura besoin de quelqu'un. Le cerveau de l'homme est tellement complexe que si, pour que l'enfant vienne au monde, s'il fallait attendre que la programmation neuronique soit finalisée, selon le code génétique, la mère devrait porter l'enfant 1 an et demi de plus. Et je ne crois pas, mesdames, que ça vous parle. Surtout qu'il serait baqué en sortant. Et vous, en plus, il vous expliquerait ce que vous avez mal fait, parce que là, le cerveau serait prêt, il pourrait parler. Bon. Alors, la mère, pour ne pas avoir un bassin plus gros que les chefs, s'arrange pour expulser le fœtus vers l'âge de 9 mois. C'est pas la mère qui décide, évidemment, parce que si la mère devrait décider, il y aura beaucoup de mères qui n'auront pas les enfants dans leur ventre. Je dis souvent que l'homme ne sait pas ce qu'il fait, mais il le fait bien. Et ça frustre énormément de personnes qui ont de l'ego, mais c'est un fait. Alors, lorsque l'enfant vient au monde, il ne peut pas parler, il n'est pas viable, laissé seul, un petit cheval marche après quelques heures, et etc., etc. Et l'enfant, non. Ça va prendre 1 an et demi à 2 ans de plus. Pour finaliser la programmation neuronique, et cette programmation va réellement être complétée pour l'enfant nouveau vers l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, et pour l'enfant ancien vers l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, dépendant des sexes et des génétiques. Pourquoi, pendant que le cerveau se fabrique, l'enfant est-il non procréateur? Pour la simple raison qu'il a besoin d'une énergie qui est néane et hominale, l'énergie vitale, qui permet la création de 2 choses. Le centre laryngé, qui va coordonner les muscles respiratoires, les muscles laryngés, la langue, les joues, pour permettre la parole. Et le cerveau, qui pourra devenir associatif, intellectuel, émotif, transmetteur de psychologie, associateur d'événements, logistificateur, et tout ce que l'on voudra mettre sur l'intelligence passive de l'homme. Cela demande de l'énergie.
Et il y a une histoire qui compte des choses. Cette histoire, elle est contée un peu dans la Genèse, mais la Genèse, elle parle en ces jours de quelque chose qui s'est écoulé sur plusieurs milliards d'années. Apparemment qu'un jour, l'être humain, hermaphrodite, donc androgyne, qui procréait, il ne vous ressemblait pas, remarquez bien, il a évolué depuis l'époque, il lui ressemblait plutôt à quelque chose de un peu visqueux. Et il avait la faculté de s'auto-procréer par transpiration, c'est-à-dire par division. Et on va rire encore un peu, mais les amibes le font aussi. Et si on prend un ovule et un spermatozoïde, on prend 2 corps. Mais après quelques 9 mois, il y en a des millions de cellules là-dedans. Ils viennent de où? Eux autres, les humains. Et il se trouve aussi que le fœtus de l'enfant suit pendant les 9 mois toute l'évolution génétique que l'humanité a suivie pour aboutir jusqu'à nos jours. Alors, quand vous trouvez un fœtus laid, ben, on ressemble à son jour. Puis, à un moment donné, il change, ressemble à un fœtus de chien, hein, après 2-3 semaines, 2-3 mois plutôt, etc. Les animaux se ressemblent tous au niveau fœtal. Et puis, à un moment donné, ils commencent à se différencier pour devenir quelque chose qui sera un humain. Dans cette théorie conceptuelle, se passait là plusieurs millions et millions d'années sur une Terre quelconque, l'être humain a commencé à prendre de son énergie vitale qui lui permettait une procréation directe, et il a commencé à la canaliser vers le centre laryngé et vers le cerveau, pour de l'archéocérébellum, le vieux cerveau, qu'on a encore, cervelet, etc., bulbe rachidien, engendrer le néocérébellum, le nouveau cerveau, dans l'occurrence, les 2 hémisphères cérébraux, le corps calleux et certaines parties de ce cortex cérébral. Lorsque l'être humain a commencé à se sexualiser, c'est-à-dire lorsqu'il a commencé à prendre 100% de son énergie vitale qui lui permettait de procréer, lorsqu'il a commencé à en diriger une partie vers son centre laryngé et son cerveau, il n'était plus capable de procréer. Daniel, lorsque tu dis, lorsque l'homme, c'est pas quelque chose qui est intentionnel de la Jamais, non. C'est toujours évolutif. Oh, oui. Ouais. Quand l'homme l'a fait, mais l'homme ne savait pas ce qu'il faisait. C'est génétique. Oui. Les animaux aussi l'ont fait à cette époque. Alors, l'être humain a commencé à se sexualiser, c'est-à-dire qu'il devenait essentiel que l'énergie vitale d'un individu, divisée en 2 pour créer le centre laryngé et le cerveau, s'allie à l'énergie vitale des nôtres, et les corps physiques se sont associés, se sont adaptés biologiquement, parce qu'à l'époque, l'homme vivait d'une évolution darwinienne, évolution adaptative. Ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, on vit d'une évolution améliorative depuis déjà belle durée, depuis l'histoire, depuis que la Bible a été écrite, depuis que l'écriture a été inventée. Ça voudrait dire que le couple, il n'est plus ni moins l'aboutissement de l'évolution comme telle de la génétique. Oui, c'est un peu comme si, à un moment donné, l'être humain, dans son évolution ascendante, parce que je le dis souvent, l'être humain n'est pas ici pour passer le temps. Il n'a pas été créé par un dieu qui s'ennuyait et qui voulait créer des fourmis vite, qui commençait à leur dire quoi faire. Et puis leur disant, tu as le choix de faire le bien, le mal et le mal, puis quand tu fais le mal, je t'écrabouille, puis quand tu fais le bien, je fais une banane. Ça n'a pas été créé comme ça. Alors donc, l'être humain a une fonction, on en a parlé dans différentes conférences sur le rôle cosmique de l'homme, et on peut répondre aux questions après ça de toute façon, s'il y a des questions sur ce phénomène, sur ce sujet. Lorsque l'être humain a commencé à se sexualiser, il y a des êtres humains de l'époque qui ont refusé cette sexualisation, et ils ont continué à refuser le contact avec autrui. L'amélioration, parce qu'évidemment, l'être humain, il a commencé à un moment donné, il pondait des œufs. C'est comique, n'est-ce pas? Et à un moment donné, d'ovipare, il est passé à l'état d'ovovivipare, c'est encore plus fou. C'est-à-dire qu'il pondait un œuf, puis l'œuf éclosait tout de suite, le bébé sortait. Bon. Et puis à un moment donné, il est devenu un mammifère. Qu'est-ce que c'est mammifère? Remarquez, mesdames, que vous avez tant d'expérience, un peu, les médecins aussi. L'enfant sort maintenant, puis l'œuf, il suit après. Et étant donné que l'œuf n'a pas besoin de la protection calcaire des poules et des autres ovipares, évidemment, le placenta, c'est l'œuf, n'est-ce pas, qui sort maintenant après le bébé. Bon. Et ça, on a des animaux qui sont encore ovovivipares, certaines races de serpents. Plates, mais c'est bon. Lorsque certains animaux ont refusé le contact sexuel avec leurs confrères, ils n'ont pas pu développer leur centre laryngé, ni leur cortex cérébral, et dans certains textes, on les appelle des hommes sans parole. Biologiquement, on les appelle les singes. Ils se sont mélangés à différentes races d'animaux à un moment donné, et cela a engendré les différentes sortes de singes que l'on connaît. Parce que, évidemment, l'homme ne descend pas du singe, je l'ai déjà dit, c'est une théorie de singe. Lorsque l'être humain a commencé à se sexualiser, il manquait d'énergie pour pouvoir fonctionner. Alors, nécessairement, plus le contexte de la parole et du cerveau est long à finaliser, plus l'adolescence de l'enfant est repoussée. L'enfant nouveau a une crise d'identification neuropsychologique vers l'âge de 6, 7, 8 ans. Et il aura pour l'instant encore l'identification biologique entre 10 et 14 ans. Le couple. Finalement, des êtres humains semblables finissent par devenir différents par nécessité d'imbrication énergétique. Alors la femme devient récessive, l'homme devient donneur.
Et il devra nécessairement, par complémentarité avec une origine, un archétype qui habite chacun des humains, il devra exister une démarche qui va obliger l'homme ou la femme à se sentir à moitié humain. Parce qu'un jour, elle procréait. Et là, elle ne procrée plus. Alors elles vont, ces personnes, commencer à rechercher, ça c'est inconscient, ça fait partie de la programmation psychologique, parce que l'animal le fait sans trop savoir ce qui lui arrive, le système hormonal, sa génétique vitale, finit par lui indiquer que c'est le temps. Alors il s'en va, il fait des petits à quelqu'un, ben non, il reçoit des petits, et puis ça vit encore un bout de temps ensemble, et dans la majorité des cas, ça se sépare. Hein? C'est rare qu'une humain est jaloux, parce que les canons sautent sur 3 autres. Ça c'est rare. Il n'y a pas de phénomène de recherche psychologique. Il y a certains oiseaux, par contre, qui se vouent la vie. Il y a certains animaux, comme tout à l'heure je disais, des animaux, bon, on a déjà fait une conférence sur le chien et le chat dans l'évolution de l'homme, peut-être qu'un jour on fera aussi une conférence sur le reste des animaux, le rôle des dauphins, le rôle des requins, et etc. C'est très intéressant. Bon, alors donc, ces personnes nécessairement se sentent moitié, et la théologie émotive. La théologie, c'est un phénomène intéressant qui, par l'intuition, arrive à aller fouiller là où la science ne peut aller fouiller. Et elle peut expliquer des choses, sauf que ces choses expliquées ne sont toujours colorées par l'émotion. Ce que tu voudrais que ce soit, ben c'est ça que tu vas expliquer. Alors la théologie, elle est émotive. La science, elle est cartésienne, sauf que la science, elle a besoin de preuves. La science, elle est Thomas. Le problème, c'est que la science peut amener des preuves de ce qu'elle avance, et la théologie ne peut pas. Mais la science ne peut pas fouiller là où la théologie fouille. Les grands savants, Albert Einstein et d'autres, ont toujours dit que finalement, la vraie science, elle était religieuse, on n'avait pas le choix. Lorsque l'être humain, la théologie émotive, s'est donc servi énormément de cette obligation dans l'humain de se sentir à moitié. Alors, on a parlé de ma douce moitié. Tu sais, quand tu rentres chez vous, puis que tu trouves un tiers couché sur le corps de ta moitié. Oui, mais... Voyons, sérieux. Ça rend jaloux. Bon. Ben oui, la jalousie. On va y revenir. Se couple. Donc, s'associe et remarquez une chose. On parle de coup de foudre, on parle d'un paquet de choses, mais on ne comprend jamais. Et c'est pourquoi d'ailleurs tout le reste des choses que l'on pense comprendre sont apparues. Pourquoi pensez-vous que le gars court après la fille, que la fille recherche un tel genre de personne, qu'on s'habille de tel genre de façon, qu'on met tel genre de parfum, qu'on se maquille, qu'on se monte les talons, qu'on se sort les fesses et le buste? J'appelle ça le buste, hein? C'est diplomatique. Bon. Pourquoi tout ce charabia dans le but de plaire? Mais les animaux sont obligés de plaire. Imagine-toi. Le paille, il est tout petit, il s'en va, avec ses plumes toutes rentrées, puis quand c'est le temps de faire des folies, ben là, gros plus que ça, il vient, puis la femelle, elle voit mieux. Ouais. Tu as déjà vu, à un moment donné, on voit 2 animaux, des herbivores, et puis ils sont en train de faire un accouplement. Et puis la femelle, elle broute là. Pendant que l'autre en haut, il s'amuse. C'est très rare que lorsque l'être humain fait l'amour, que l'homme regarde le plafond et dit « C'est encore peinture. » C'est rare. La femme, ça peut arriver. Ah oui? La femme, ça peut arriver. Bon. Alors donc, l'humain est obligé de s'accoupler parce qu'il se sent à moitié dans sa psychologie, parce que sa psychologie est émotivement reliée à des archétypes, à des mémoires de ce qui s'est passé dans le passé. Des mémoires dans le monde de la mort, des mémoires dans le ciel, des mémoires dans le monde astral, c'est la même chose. Bon. Alors, notre être humain va vivre une association, c'est-à-dire qu'il aura l'impression qu'il doit rechercher quelqu'un. Il est un peu tard pour la majorité, mais normalement, on ne doit jamais chercher quelqu'un. On ne doit pas cruiser. Qu'est-ce que c'est qu'un cruiser? C'est un bateau militaire. Puis quand il cruise, il est à la recherche des sous-marins. Puis de temps en temps, il se fait couler. C'est mieux de pas cruiser. Hein? Bon. Connaissez les missiles cruise? Hein? Depuis que les missiles cruise, il y en a de plus en plus des missiles. Hein? C'est fait. Alors donc, le couple, association inconsciente d'un homme et d'une femme, et pour que cette association se fasse, quand l'homme est inconscient, quand je parle de l'homme de la femme, et normalement je parle de l'homme, de la femme, de l'enfant. L'association est inconsciente, c'est-à-dire que l'humain ne sait pas pourquoi il y va. Oui, mais elle est belle. Oui, c'est bien beau ça, mais tu cours pas après les photos, tu cours pas après les arbres, et il y a une autre raison.
Alors, il y a donc cette association inconsciente qui va engendrer l'initiation dans le couple, mais l'être humain s'associe, il croit s'associer pour les yeux, pour le vêtement, pour la sécurité, pour les fesses, pour la maison, pour les enfants, pour avoir des enfants, pour un paquet de choses qui finalement n'est là que pour donner une raison, une valeur psychologique à l'être humain de façon à ce qu'il accepte d'entreprendre une chose qui a trop d'envergure pour présentement sa conscience. Autrement dit, si tu n'as aucune des raisons conventionnelles de vivre en couple, ben tu vis pas en couple. C'est un véritable piège, une panoplie de petites... C'est-à-dire que ce n'est pas un piège. C'est essentiel que l'humain vive en couple et l'humain va le faire. Sauf que l'humain, le faisant et ne sachant pas pourquoi, il se fera comme l'animal. À coupe, découpe, à coupe, découpe. Il y a des femmes ici, puis il y a des hommes, des autres animaux, là, ben c'est ça qui arrive souvent. À coupe, découpe, à coupe, découpe. Bon. Alors donc, lorsque l'être humain s'accouple, il doit y avoir une raison. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on essaie toujours de comprendre le couple à partir des raisons émotives qui permettent l'union du couple. Lorsque les théologies vont dire, nécessite par exemple, bon, prenons l'Église catholique qui est la plus connue ici, on a le mariage, la cérémonie du mariage. C'est une forme d'initiation, où on signe dans la matière une association dans le terre, c'est-à-dire dans d'autres plans énergétiques. On le signe sur papier, puis on le signe aussi avec d'autres belles. Bon, puis on le dessine aussi, bon, mais dans la matière. Pourquoi cette cérémonie? Pourquoi doit-on avoir plein de gens? Doit-on avoir tout le protocole au complet? C'est pas pour faire grandiose. Il y a quelque chose qu'on veut obliger au niveau d'un plan archétypal, et la théologie étant émotive, quelles que soient les théologies, on a cette cérémonie du mariage. Les Indiens l'avaient, les Papoullons, tout le monde là. Bon. Alors, quel que soit ce phénomène, il y a une raison. Et pour que le couple accepte de vivre, de ne pas se séparer, faut qu'on mette une raison. Alors, on peut mettre Dieu, on peut mettre la société, on peut mettre maman ou papa. Hein? Tu sais, si tu te sépares, il se marche plus, tu vas te déshériter. On peut mettre des enfants à un moment donné, quoique les enfants, c'est une raison peut-être plus intelligente de ne pas se séparer, mais ça n'a rien à voir avec l'initiation du couple. Ça, c'est l'initiation familiale, c'est autre chose, parce que lorsque les enfants viennent au monde, ils participent à l'initiation aussi. Ils initient le parent. Bon, puisqu'on initie un peu aussi. L'initiation de famille, c'est autre chose. Donc, on a ce phénomène. Et lorsque les couples ne fonctionnent pas, pourquoi ils ne fonctionnent pas? Pour la simple raison que l'être humain ne comprenant pas la condition ésotérique ou la condition cachée. Parce qu'ésotérique, là, fais attention avec le mot, ça veut dire qu'il provient de l'intérieur étymologiquement, ce qui est caché. Ça n'a rien à voir avec les tireurs de cartes, etc. Quand ils ont des turbans, de prendre des faux diamants en plastique, là, c'est de l'occultisme. Ils veulent tout cacher. Bon. Plus ils ont de dagues sur les mains, plus ils ont des gros bras. Présent? Le couple est associatif par nécessité évolutive et c'est là que va naître l'initiation. L'initiation est exprimée de différentes façons. Premièrement, on a parlé du phénomène de l'enclumage à un moment donné dans une conférence ici. Psychologie du couple nouveau, quelque chose comme ça, je crois. Alors l'homme devient un enclume pour la femme devient un enclume pour l'homme et chacun s'enclume mutuellement. Qu'est-ce que c'est que s'enclumer? Cela veut simplement dire que la femme a besoin, elle est un individu. Ça va rentrer dans la tête des gens, parce que tant que ça ne rentre pas, l'initiation qui est essentielle va toujours être sous forme de friction dangereusement souffrante. La femme, c'est un être à part entière. Elle a l'illusion de se sentir coupée, parce que c'est essentiel qu'elle procrée, parce que s'il n'y a pas d'enfant, la femme n'étant pas immortelle, il y aura extinction de la race. L'animal ne se pose pas la question, lui, à un moment donné, l'hormone le magane suffisamment qu'il va. Souvent, l'humain, il passe par le même cas. Sauf que lorsqu'il n'y a plus ce stimulus hormonal, eh bien là, pour qu'il reste en couple, ben là, il doit y avoir toute la bulle au complet, qui doit intéresser les cadeaux, le ceci, le cela, le lien du mariage, etc. Bon. Lorsque donc la femme est un être à part entière et l'homme est un être à part entière, et ces deux-là doivent continuellement conserver à la tête, dans l'esprit, à la psychologie, si vous voulez, qu'ils sont à part entière et qu'ils ont le droit d'être leur seul maître. Mais le problème du couple, c'est là où commence l'initiation dangereuse, c'est-à-dire qu'il y a toujours une initiation. L'homme oblige la femme à avancer. La femme oblige l'homme à avancer, par différents motifs. À l'instant où deux êtres humains vivent ensemble, ils partagent leur karma, c'est-à-dire qu'ils partagent les conséquences de leurs actes, passé, présent et évidemment à venir. Lorsqu'il y en a un des deux qui est malade ou qui a un accident ou qui paralyse, ben l'autre est assujetti avec, c'est le karma de celui-là, c'est tout seul. Ils partagent ensemble. Les deux êtres sont à part entière. Le problème, c'est que l'être humain est toujours confiné. Cela a été correct dans le passé. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est que l'être humain est rendu à un point où il peut comprendre ce changement. L'être humain a toujours été confiné à remettre ses propres capacités
dans les mains de l'autrui, dans l'espoir qu'autrui va le lui remettre à petite dose. La majorité des humains ne peuvent pas accepter qu'ils sont capables de le savoir de par eux-mêmes. Ils ne veulent pas le savoir. Oui. Ben, vas-y donc. Est-ce que ce serait pas un caractère qui jouerait dans le fait que l'on se dise dans des couples, il y a toujours une personne qui profite plus de la situation que de l'autre? Bon, il y a toujours une personne qui profite plus de la situation que d'autres, et c'est toujours l'autre. Et cela, ce n'est pas jouer avec les mots, c'est vrai. Autrement dit, le bonhomme, il trouve que la femme en ambitionne, et il a raison. Et la femme, elle trouve que le bonhomme, il ambitionne, et elle a raison. L'inverse. Bonhomme trouve la femme trouve le bonhomme. Et ils ont raison toutes les deux. Et c'est là, on revient encore avec le phénomène de l'initiation. C'est que, ce sera pas long. On ne peut pas vivre l'idée du couple avec l'idée que l'autre doit nous aider ou nous supporter. Ça ne se fait pas. Vous ne vous supportez pas vous-même, demandez à l'autre de le faire devient une vraie farce. Et l'autre ne se supportant pas lui-même parce qu'il faut que vous le fassiez, comment peut-il vous supportez-vous? Et la majorité des couples sont construits sur cette base. Je vais au cinéma à soir, tu viens-tu? Non. Ah ben, t'es bien. Et là, il y a des chances que j'y aille pas. T'es plate ou c'est si, mais on dirait que c'est qu'il va pas. Tu sais, la cave ou le cave, il devrait suivre. On est mariés. Mais non, on vit ensemble, on est à côté. Ça ne fonctionne pas comme cela. Et c'est ça qui est le gros problème, c'est que oui, mais votre couple, il marche pas, il faudrait qu'il y ait du dialogue. Alors, on en arrive à faire la plus dangereuse des farces dans l'affliction d'initiation, le compromis. Ce sont des promesses de con. Des compromis. Alors, je vais accepter de mourir jeudi soir et je vais te suivre aux quilles, mais vendredi, tu meurs et tu me suis au bingo. Et nous serons heureux. Sur 7 jours, ben, on va vivre 3 jours et demi. C'est là qu'il va y avoir un peu la chicane dans le demi. Quand j'étais garçon, je jouais au pool 5 jours par semaine. Maintenant que je suis marié, une journée, c'est encore à chiale. Puis c'est l'inverse pour la femme. Alors on peut pas, on arrive au compromis. Et l'initiation commence à rendre le couple effritable. Il y a une raison, on va en parler, mais présentement je parle de l'enveloppe ici, et toute la psychologie du couple s'adresse présentement à la bulle, à la sphère qui permet psychologiquement à l'humain de vivre la relation de couple, mais ce n'est pas cela qui crée le couple. Donc ce n'est pas nécessairement cela qui en souffre, et l'être humain, c'est un peu comme si tu m'aimes, tu m'offres des fleurs. S'il m'offre pas de fleurs, c'est qu'il m'aime pas. Ben, c'est exactement comme ça qu'on vit la relation de couple. Ah oui, mais il me donne jamais de cadeaux, il me dit jamais qu'il m'aime, ça n'a rien à voir avec la relation, ni avec l'amour. Alors on peut te donner des fleurs. Puis on peut ne pas t'en donner, puis être tout à fait imbriqué avec toi. Mais vu que la relation de couple, on la vit dans l'apparence, oui, mais mon mari est toujours parti. Il sort sur d'autres. Toi, tu commences déjà à pas l'aimer. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait. Tu n'es pas au courant de rien, puis déjà là, tu me meurs. Puis s'il couche avec d'autres, il n'y a pas de problème là. La femme va dire, oui, mais qu'est-ce que j'ai pas que les autres ont? Rien. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'homme a besoin de relations sexuelles dans la majorité des cas. L'homme nouveau, ça change. L'homme ancien, c'est énorme. L'homme transitif, ça change aussi. Et je connais, moi, des maris qui aiment tellement leur femme et qui savent que leur femme, relation sexuelle tous les semaines, là. Bon, alors ils vont ailleurs. Ils n'aiment pas les autres. Ils sont pognés. Ils n'osent pas se masturber. Alors ils s'en vont ailleurs. Puis le femme, touchez-le pas. Puis ils les aiment à un point tel qu'ils vont finir souvent par traverser une barrière égoïque et sociale pour s'en aller ailleurs, pour ne pas créer un problème au niveau du couple. Mais évidemment, notre société ne peut pas comprendre cela, la société théologique ou cartésienne, et la femme non plus, la femme elle est possessivement jalouse. D'ailleurs, l'homme aussi, on dit bien ma femme et mon mari, et ça c'est un problème dans le couple. À quoi sert la vie du couple? L'initiation lui-même par le couple, il sert à ceci. Tout ce qui est sur la planète est intelligent. Ce n'est pas là. La seule chose qu'il y a, c'est que si on a une conscience nombritique, on ne pourra pas tout comprendre. Lorsque la femme, elle est heureuse, lorsqu'elle a tout, elle est comblée. Lorsque le mari, lorsque le bonhomme, il est comblé, il a tout.
Ils sont heureux. 1 semaine, 2 semaines. Et après ça, qu'est-ce qui va se passer? Si ils restent heureux, tout va bien, ils vont dire, on devrait avoir des enfants. Ils recherchent les problèmes. C'est génial, les enfants, mais n'empêche, ils recherchent les problèmes. Mais disons que 9 mois, là, ils ont le temps. Ah, toujours heureux, tout est parfait, la crème glacée toujours à température qui veut la veut. Le four micro-ondes, il marche toujours, la télévision toujours sur bon poste, ils ont des bons films, tout est le bonheur. Alors, ils vont décider peut-être de rentrer dans les ha-ha pour aller les aider. Ils recherchent les problèmes. Ou ils vont décider de rentrer dans l'association machin chouette pour faire ceci ou cela. Ils recherchent les problèmes. Et s'ils recherchent les problèmes, c'est qu'en réalité, ils recherchent la vie. Et rechercher la vie, cela veut dire rechercher quelque chose qui va nous perturber suffisamment pour que l'on soit suffisamment stimulé pour découvrir que l'on est là. Sinon, on va s'ennuyer. Sinon, on va crier, on va inventer la chicane, on va faire quelque chose. Il vient de voir une fille. Deux hommes qui vivent dans le même logement, ou deux femmes, après 2 ou 3 ans, ils s'engueulent autant qu'un homme et une femme qui vivent en couple. Donc, ce n'est pas question de sexe. C'est question d'une chose. Vous êtes fabriqué, vous êtes formé. De votre expérience, de votre génétique, vous êtes ce que vous êtes. Et dans ce que vous êtes, vous avez une immense enveloppe qui essaie de délimiter une protection pour que personne ne sache qui vous êtes. Et étant donné que vous essayez de vous connaître par rapport à ce que les autres disent de vous, finalement, vous-même, vous ne savez jamais qui vous êtes. L'homme vit de ce qu'il pense qu'il est et de ce que les autres pensent qu'il est, et jamais de ce qu'il est. C'est une chose. Mais lorsque l'on vit en couple, on est obligé. Et l'évolution, c'est quoi? L'évolution améliorative. L'amélioration. C'est d'arriver à découvrir notre vraie face pour que celle-ci puisse soit s'exprimer, soit être altérée positivement ou négativement. Sauf que tant que l'on travaille sur l'image que nous avons de nous, on ne travaille jamais sur rien. T'as le gros sourire, t'es tout barbouillé d'enthousiasme, tu t'en vas, puis t'es hémorroïdes. Bon. Personne ne le sait. La vie est belle. Et ça, c'est l'image. Il faut travailler sur ce qu'est l'homme. C'est comme on est tous des clowns, hein? Gros nez, grosse face, tout rien comme ça, même si on peut-être une pile sur le pied, je fais, mais ça paraît pas. Un rouge à lèvres baisse un peu, on pense que je souris moins, mais on pense pas que je souris pas. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il arrive simplement que lorsque l'être humain vit la relation de couple, ils sont obligés de devenir, et ce mot est un mot extrêmement évolutif, intime. Intime. Et l'intimité brise l'autorité. L'intimité libère l'homme, il devient lui. Vous êtes nus devant vos conjoints, vous avez eu des relations sexuelles avec vos conjoints, ils ne peuvent plus avoir l'autorité des psychologues. Le psychologue qui dirige tout le monde, il ne peut pas rien faire avec sa femme, il couche avec. La femme qui est médecin, elle ne peut pas rien faire avec son mari, elle couche avec. Ça paraît bizarre, le patron qui couche avec sa secrétaire, pas ça quand il va le dire, toi là, fais ça. Intime. Mais cela est génial. La seule façon que vous avez de vous connaître réellement, c'est d'être intime. Et quand je parle intime, c'est pas avec un chien. Tout lui dire nos pensées. Lui, il dit pas un mot, il n'en parle pas de personne, puis quand je veux rien lui dire, il ferme sa boîte. C'est pas ça. On est pris avec un homme ou avec une femme. Alors on lui dit des choses, et nécessairement un jour, il va nous les rapatrier sous le dos. Mais de cette façon-là, vous ne pouvez pas oublier ce que vous êtes. La seule personne qui vous met en maudit comme, c'est votre femme ou c'est votre mari. Exactement. Ou d'autres intimes. Alors, quand on est suffisamment confronté à nous-mêmes, on pense au divorce, on pense à sacrer son camp. Oui, mais elle m'énerve. C'est faux. Tu t'énerves. Et la condition planétaire qui peut te prouver que tu es encore une personne à être énervée, tu vis avec. Ne recherchez pas les maîtres, les gourous, les machins, les tout ce que vous voudrez.
vivez une relation de couple. Et vous aurez un Dieu à côté de vous qui va vous botter le cul le restant de vos jours. Alors, lorsque l'on veut essayer d'atténuer cela, elle crie toujours, ça vous irrite. C'est parfait. Maintenant, vous êtes dans une condition initiatique. Allez pas au Tibet rencontrer un maître qui va vous lancer des assiettes par la tête, vous faisez avoir le dos tourné pour vous initier à la tranquillité. Restez avec un autre. C'est mauditement plus économique. C'est un fait. Et c'est pourquoi l'être humain vit la relation de couple et l'initiation réelle, elle est là. Comprendre ce fait, l'intimité, l'autre pénètre, que vous le vouliez ou non, à travers toutes les barrières que vous vous placez pour vous fuir, et pour pas que les autres le sachent, il pénètre, et au fur et à mesure qu'il commence à pénétrer, ça fait 3 mois que vous sortez avec une personne, commence à vous pénétrer un peu, 6 mois, elle pénètre d'autres couches, ça fait 2 ans, il y a des chances qu'elle soit directement dans votre âme, au niveau de votre ego, et qu'elle vous connaisse très, très bien. Puis de temps en temps, pour bien vous envoyer aux toilettes, elle vous le dit comme ça. Essaye pas! Essaye pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mets-moi pas du mascara, je te connais. Et c'est souffrant, oui, pendant un laps de temps. N'oubliez pas que si l'autre a la faculté de vous forcer à une amélioration, vous êtes son enclume. Vous êtes ce qui, dans l'apparence, la freine. Parce qu'est-ce que c'est que l'être humain recherche? L'être humain veut évoluer, pas parce qu'il comprend l'intelligence de l'amélioration. Il veut évoluer parce qu'il est écœuré de souffrir. Sans souffrance, ben, il est assis sur sa chaise, puis il attend. Est-ce que je me lèverai? J'ai pas mal aux fesses. Je veux pas. J'ai pas faim. J'ai pas envie. Alors, à un moment donné, ben, il commence à avoir mal à quelque part, fait que là, il commence à bouger, puis là, la vie commence à prendre un sens. Tant qu'il ne comprend pas l'intelligence, il se lever. D'être prêt. On appelle ça l'attente active. Le couple, il a ce paramètre illusoire qui, jusqu'à date, a servi à la psychologie pour essayer de solidifier, de consolider les couples, et qui sert aussi à les créer, les couples. Mais on doit comprendre autre chose. Vous êtes quelque chose de plus important que la majorité d'entre vous, vous le pouvez penser. L'être humain a une raison fondamentale d'être dans l'univers. Il y a des raisons à la souffrance, on en a déjà parlé. Il y a des raisons au couple, on en parle ce soir. Il y a des raisons à tout ce qui arrive, aux maladies, à tout cela. Sauf que si on essaie toujours de comprendre aujourd'hui, et ça vous devriez plus le faire, comprendre aujourd'hui les choses à partir de ce que les autres en ont compris de longtemps. Les vieux livres psychologiques, les livres traditionnels religieux, on peut les lire pour voir ce qu'ils en pensaient. Mais c'est préférable de les lire après avoir pensé. Sinon, on est coloré et on pense ce que les autres pensaient. J'ai étudié à un moment donné en psychologie infantile, j'ai travaillé en même temps à l'hôpital Sainte-Justine. Je m'occupais des cas spéciaux, aux enfants battus, ces choses-là. Et puis, c'était évident qu'à l'école, on ne savait absolument pas ce qu'était un enfant. Selon Freud, selon ceci, selon cela, puis on nous expliquait comment les chiens de Pavlov bavaient quand on sonnait la cloche. Puis là, il fallait expliquer que l'enfant apprendrait à être heureux s'il faisait ceci ou cela. Les enfants savants. Dans des cages, tu le colles le nez d'un barreau. Fait qu'ils vont le nez tellement collé dedans que les barreaux, ils verront pas, ils vont voir dehors. Fait qu'ils vont déchouler. Ouais. Puis quand il se met en couple, l'autre le recule un peu, puis les barreaux commencent à apparaître. C'est elle qui me met en cage. Non. C'est lui qui me met en cage. Non. Elle te rend libre. Elle te fait découvrir la limitation. Et à travers ce travail, l'humain, dans l'initiation par le couple, finit par s'en sortir. Sauf. Et c'est un gros point. L'humain abandonne toujours 2 secondes avant la réussite. Dans la grande majorité des cas, l'humain travaille, s'écœure, lâche. Il fallait juste qu'il rajoute un travail de plus souvent et c'était gagné. Que devons-nous faire avec les couples qui ne marchent plus pantoute, qui n'ont plus de vaisselle pour manger, sinon tout tiré? Première solution, acheter des assiettes en plastique. Deuxième solution, prendre des vacances d'évolution. Se séparer temporairement. Mais pas penser à s'en aller. Je ne suis pas sadique, mais on peut presque dire que plus vous avez des problèmes avec votre conjoint, mieux c'est. Ça ne veut pas dire d'entretenir les problèmes et de les créer. Est-ce que ça va être nécessaire
que l'homme doit vivre ou devra vivre le couple longtemps? Oui, le couple est encore là pour un bon bout de temps. Il y a beaucoup de personnes qui présentement ne trouvent pas des personnes qui seraient en affinité énergétique. Ceux-là n'ont qu'à attendre, mais être disponibles. Une chose. Est-ce que nécessairement il y aura toujours de la chicane pour nous porter à évoluer dans le couple? Si on comprend l'intelligence de la relation du couple, non. Ça veut dire quoi? C'est simple. Ça veut dire que si l'homme et la femme sont capables de temps en temps de faire le point, mais pas quand ils sont en chicane ou quand ils sont écœurés. Là, on fait le point des illusions. Non, non, non. Régulièrement. Vous êtes en couple et la seule personne intime est l'autre. Et pour cela, on doit être capable d'être objectif, de outrepasser l'émotion qui crée souvent ce carcan qui nous empêche de voir. Et on discute ensemble. Mais le gros problème, c'est qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qu'on connaît trop bien. Et c'est l'erreur majeure dans les unions du couple. Vous allez voir un médecin. Cigarette en bon point. Là, il vous dit, cessez de manger, votre foie est pas correct, vous devriez lâcher la cigarette, puis cessez de boire. Sinon, vous allez mourir en 2 ans. Est-ce que vous dites au médecin, ça se peut pas, parce que lui, il boit, il fume, pied gros. Vous allez vous dire, bon, ben, moi, faire ça, ça vient de l'allure. L'autre, le cave. Mais quand c'est votre femme, quand c'est le mari qui dit à l'autre, t'es trop nerveux, qu'est-ce qu'on répond? Regarde-toi donc avant de parler. Et on peut plus travailler. Alors l'initiation devient ignace, feu. Ça brûle, la chicane, les discordes et tout le tralala. Mais ce n'est pas ça l'idée. La personne qui réellement peut me dire que je suis nerveux sans se tromper, c'est ma femme. Vous allez dire, oui, mais elle a tellement d'ego qu'elle pense que... Non. Elle a bien d'ego pour vous le dire plus fort. Mais elle peut pas se tromper. Vous avez suffisamment de problèmes à améliorer qu'elle n'en inventera pas. C'est vrai pour l'inverse, c'est évident. Or, revoyons le couple à partir de ce nouveau point de vue. C'est sûr que c'est plaisant pour la psychologie d'avoir des fleurs, d'avoir un petit cadeau, une petite barre marque, un petit cossin. C'est bien. Sauf, souvent, le couple va dire, oui, mais c'est pas tout. Non. On n'est pas ensemble pour rien. Est-ce que ça sous-tend qu'il y a une raison d'être cosmique, par exemple? Oui. T'es obligé à rencontrer un miroir. Et le conjoint est un miroir ou l'ami est un miroir? Celui qui peut pénétrer tes barrières, devenir un intime proche, et normalement dans le couple c'est évident que ça arrive, devient un miroir. Donc un couple, c'est pas nécessairement 2 personnes, ça peut être 3, 4, 5. Parce que tout à l'heure je disais, tu peux avoir le couple d'amis, etc., etc. Présentement, on parle surtout du couple homme-femme, ou enfin du couple... Mais lorsqu'on parle de couple aujourd'hui, encore, on parle aussi de sa femme ou de son homme. Oui, mais d'ici peu, il faudra parler de... C'est exactement. Ça, c'est une chose. Comment fonctionner de façon heureuse, correcte avec les enfants, s'arranger pour jamais être le parent. Hein? Les enfants des autres sont extraordinaires, puis les autres, c'est pas bien l'enjeu. Bon. Alors, comment on s'arrange? On s'arrange simplement pour que les enfants deviennent des amis. Et on doit être leur ami. Et ils vont vous respecter comme vous les respectez, en relation amie, sauf que ça parle plus entre amis. L'homme et la femme sont amis. Ils restent pas ensemble, ils se voient de temps en temps, ils se téléphonent, puis c'est au bout. Ils se rapprochent un peu, puis ça a l'air beau. Puis à un moment donné, ils sont plus amis. Ils sont amoureux. Et ils sont faits. Nécessairement, ils se posséderont l'un l'autre. Et même si la psychologie a tout fait pour exorciser les possédés du couple. C'est ce qui fait dire qu'il y en a qui sont en bien meilleure position, soit chez la femme ou chez l'homme. On peut dire bien des choses, mais dans la réalité, ça dépend simplement comment tu vois la vie. La femme qui veut absolument avoir un homme bulldozer, puis qui en fin de compte, elle rencontre un gars qui est bulldozer, mais qui décide de suivre un jeûne d'un mois. Mais là, quand le gars il a jeûné 2 semaines après le mariage, puis qu'il revient avec 30-40 livres de moins, elle reconnaît pas son homme.
Regardez comment l'initiation se fait bien souvent. La femme, elle rencontre un gars qui fait du sport, qui court, qui fait le marathon de Montréal, fait du bicycle, joue au tennis, au bout. Une fois qu'elle l'a marié, le gars, il est pas pour aller jouer au tennis encore, faire du sport, puis jamais être à la maison. Ce qui fait qu'elle organise, puis il reste en dedans. Mais au bout de 5 ans, le gars, il n'a plus ses muscles. Là, elle ne reconnaît pas son homme. Elle a tout fait pour l'organiser comme ça. Puis l'homme, c'est la même chose pour la femme. Elle se promenait sexy, mais une fois mariée, c'est pas des gros tenants. Ben oui, mais tant qu'elle était sexy, elle s'organisait pour tenir sa ligne, maintenant qu'elle a des grosses robes. Quand le gars la retrouve dans son lit, elle empose ses grosses robes. Il faut comprendre, c'est extrêmement important de bien saisir que l'initiation par le couple sert à quelque chose et que l'initiation peut continuer à être là, mais à être sans souffrance, ou du moins avec beaucoup moins de souffrance. C'est qu'on doit communiquer ensemble pour se dire ce que l'autre trouve de l'autre. Et cela devrait se faire au minimum une fois par semaine. Là, c'est pas un club, là, c'est pas une analyse, c'est quelque chose. Ça se fait quand on a le feeling. Si on n'a pas le feeling, ça se fait pas, c'est parce que pas le temps. Mais moi, je m'assois, puis je regarde ma femme, puis là, j'aimerais ça qu'elle me bugle tout ce qu'elle trouve. T'es beau, t'es fin. Ouais. C'est pas ça, que je veux savoir. Mais de temps en temps, il me semble que t'es pas gentil. Ça veut rien dire, ça. Mais elle sort tout, puis écoute rien de ce qu'elle dit. Là, tu es sûr de te retrouver. C'est la même chose après ça, l'homme dit tout ce qu'il a à dire à la femme, puis la femme, elle n'écoute pas clairement ce qu'il dit, mais elle observe ce que ça fait chez elle, ce qu'il dit. Et là, elle se connaîtra. T'es un maudit menteur. Observe ce que c'est que ça fait. Même si tu dis toujours la vérité, tu as un besoin immense qu'on le sache. Tu souffres. Alors, c'est simple, la relation. La femme, elle peut dire à l'homme ce qu'il y en est. Et on n'a pas besoin d'écouter les mots, on a besoin d'observer ce qui se passe chez soi. Et là, on se connaît. Et si on vibre de toutes les façons, eh bien, si on observe cela, si on observe simplement ce qui se passe chez soi quand l'autre nous vomit ses vacheries, eh bien, après 6 mois, si à chaque semaine un couple ferait cela, après 6 mois, tu n'auras rien fait pour rien changer, tu auras juste observé ce qui se passe chez toi, puis après 6 mois, tu seras complètement changé. L'évolution, ça se fait, tu peux la faire par des techniques, c'est une technique, cela, mais une technique où tu n'as pas besoin de méditer ou de grimper après les plafonds ou de lire 50 livres. Bon, si tu as besoin d'une technique pour entretenir ton corps physique, ça peut être correct. Technique respiratoire, technique de relaxation, technique de conditionnement physique, il y a des choses, c'est correct. Tu peux avoir besoin de techniques de mouvement pour l'énergie vitale, pour le corps, ça va. Sauf que pour l'ego, quand je parle d'une égoïsation, diminuer l'ego, théologiquement on peut appeler ça de l'humilisation. Mais on peut facilement mélanger ça avec humilier, ce qui est autre chose. Une égoïsation, ben ça se fait comme ça. Je me fais arrêter par la police, ils viennent donner une contravention, c'est pas la contravention, il faut que je regarde, c'est ce qui se passe chez moi. Et puis là, j'apprends à me connaître. Il pénètre dans ma vie intime. Je suis beau et parfait et je n'ai pas besoin d'être arrêté par la police avec ses gyrophares. Tu sais, tout le monde me voit, elle a l'air con. Alors quand il fait ça, ben là, je suis tenu devant tout le monde. Et puis là, il se passe des choses, et là, c'est le temps d'évoluer. Ça, on évolue de cette façon pratiquement. En réalité, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. C'est simple. Le couple, il est essentiel parce que l'être humain vit d'un carcan, et c'est normal. L'être humain, bon, pourquoi avons-nous une personnalité que nous plaçons en avant de nous, de façon à ce que celle-ci fasse des relations publiques? Pas parce que nous sommes trop laids. On vous a dit que vous étiez pécheurs parce qu'un jour, une femme avait donné une pomme à un gars, puis le gars était assez cave, me prendre une bouchée de dedans. Ça les regarde aux autres. On en vend encore des pommes. Bon. Mais l'être humain ne pouvait pas, et vous ne pourrez sans doute pas tout de suite, vous connaître. Savez-vous pourquoi? Parce que vous êtes tellement, mais tellement puissant, l'être humain ne sait pas qui il est. Et ce n'est pas tant qu'il le sache parce qu'il a de l'ego. Et s'il a de l'ego et qu'il découvre sa puissance, il va transformer la puissance en pouvoir. Et transformant sa puissance en pouvoir, il voudra dominer. Il y en a beaucoup qui font le PMC de temps en temps, qui font le séminaire comme nouveau. Et ils me disent, ben non, moi, si je pourrais traverser les murs. Ah oui,
Oui, certain, oui. Mais quand tu manquerais d'argent, tu ferais quoi? Puis quand tu serais dans le métro, puis il y a beaucoup de monde, les portes s'ouvrent pas tout de suite, tu ne t'ouvres pas. Hein? Puis ce sera pas long que tu aurais des milliers de fidèles qui te suivraient. Bon, j'en suis le fait, on dit, là, je connais l'homme. Alors, c'est pas le temps que tu fasses ça. C'est pas le temps. L'homme, il est paramétré de cette illusion que le couple détruit. Oui, mais ma femme, elle me détruit, mon mari me détruit. C'est faux. Ils détruisent la personnalité illusoire que l'homme projette en avant de lui pour ne pas se découvrir. C'est de la puissance qu'il y a en arrière de cette personnalité, et non pas de la connerie, et non pas de la merde. Et ça, l'être humain ne le sait pas. Il a toujours le feeling qu'en dedans de lui, il y a ceci, il y a cela. Et le moindre que quelqu'un veut rentrer vérifier, il veut... Je suis en paix. Je peux-tu checker voir? Oh oui, tu peux. Ah! Il est pas en paix. Non. Ta personnalité, n'est-ce pas, rayonnait. Puis comme tous ceux qui le voient béatifié devant les bouches de métro trouvent qu'il est en paix, ben, il y a l'impression que les gens voient que je suis en paix, donc je suis en paix. Mais la journée que... Non. Le chanteur qui chante bien pourquoi? Parce que les gens le lui disent. Mais s'il se met à chanter, puis tout le monde s'en va à la fin sans applaudir, ça s'en va en parlant de ce qu'ils vont faire demain, le chanteur cessera sans doute de chanter. Mais son chant aurait été aussi beau, sauf que toute la salle aurait été payée 10 piastres de plus pour pas applaudir. Rien que pour voir le gars. Voilà ce qu'on va faire. Non, mais c'est un fait. Et le gars, il pourrait chanter, tout le monde s'en va, puis lui, il sait que c'est bon. Celui-là, il est nouveau, il ne peut pas souffrir, et à travers le couple, il n'aura jamais de feu. Il y aura l'initiation, il apprendra. Il acceptera d'observer. Ah, j'ai encore un peu d'ego. Ça m'a fait un petit quelque chose. À un moment donné, il y a une personne qui me disait que le trac était normal. Je dis, oui, c'est normal, mais c'est de l'orgueil. Mais non! Si tu te fous royalement à ce que le public va penser, tu n'auras pas le trac. Ah ouais, mais Grim, il ne faut pas ce que le public va penser. Ça, tu tiens absolument à être accrédité. Le couple, c'est un peu le même phénomène. Lorsque deux êtres humains vivent en couple, ils s'autopénètrent l'un l'autre et vous donnez cette autorisation par la relation sexuelle, entre autres. Alors après ça, il ne faut plus chialer. Oui, mais moi j'aimerais ça avoir une femme ou un gars qui... C'est juste! Mais non. Vous avez une personnalité, vous avez le concept de ce que vous voulez avoir pour arriver où ce que vous... Quelque part, vous ne le connaissez pas. Puis, c'est pas ça que la vie va vous donner. Tant que vous ne comprendrez pas l'intelligence de la relation de couple, vous allez la vivre. Avec un gars, avec une fille, avec des collègues du travail, vous allez vivre une relation de toute façon où il y aura toujours de l'intimité, quelqu'un qui pénétrera vos barrières pour vous révéler à vous. Votre femme, c'est sans doute le meilleur chemin que vous avez eu devant vous. Et votre mari, marié ou pas, c'est aussi le meilleur chemin que l'humain a eu devant lui. On doit observer ce qui se passe chez soi et profiter de l'occasion. Elle vous connaît. Cessez de vouloir conserver une personnalité auquel l'autre ne croit plus. Et profitez de l'occasion d'une relation de couple pour vivre cette intimité où vous serez déshabillé, où à un moment donné, vous allez être capable de vous retrouver vous avec vous-même. Si à l'extérieur, diplomatiquement, ça ne peut pas se faire et ça ne peut pas se faire non plus, profitez au moins de la relation de couple. Oui, mais elle comprend jamais rien. Non. Observe ce qui se passe chez toi. Quand toi, tu seras pur à l'intérieur, fais-en pas quand vous commencez à comprendre aussi. Et quand je dis elle, oui aussi pas. On a une période de questions qui va suivre, une petite entraque de 15-20 minutes. Vous avez des questions, il y a des papiers et des crayons disponibles pour cela en bas. On les pose et puis on revient. Merci beaucoup, Daniel. Une seconde, s'il vous plaît. On va avoir l'attention de tout le monde quelques instants.